Alors continuons cette séquence sur l'unité de l'État face aux guerres de religion par la deuxième partie. C'est parti. Un État menacé par les guerres de religion. Et on se donne ici comme borne chronologique 1562-1589. Premier point que nous abordons maintenant. Un royaume qui entre en guerre civile. Et les bornes qu'on se donne 1562-1570. Donc rappelez-vous, on vient de se quitter en montrant qu'il existe des freins à la cohabitation, mais l'édit de janvier a été écrit, il reste au Parlement de Paris à le valider. Seulement, il va y avoir un blocage, enfin plus qu'un blocage, qui va faire capoter les choses et déclencher la première guerre de religion. Je vous invite à vous plonger dans le document 2 de la fiche. On est face au produit d'une gravure sur bois qui a été faite par Jacques Périzin, qu'on a grâce à un livre qui s'appelle Le premier volume contenant 40 tableaux ou histoires diverses qui sont mémorables, touchant les guerres, massacres et troubles advenus en France ces dernières années, et qui a été publié en 1560, qui relate quelque chose qui se passe en 1570. Il s'agit du massacre de Vassy. Alors Vassy, on le trouve écrit, orthographié de plusieurs façons, V-A-2-S-Y ou W-A-S-Y. Bon, vous vous rappelez du duc de Guise, François, hein? Lui c'est François. Il y aura d'autres ducs de Guise, mais celui-ci c'est François de Guise. Eh bien, François de Guise, qui a assuré à l'époque de François II avec Catherine de Médicis une partie de la régence, eh bien il est en désaccord avec Catherine de Médicis à propos de l'édit de janvier. Lui il est contre, il est catholique, c'est un papiste, et il ne veut pas entendre parler des Huguenots, il ne veut pas les voir avec des droits et des pouvoirs. Pour lui, ce sont des ennemis de la nation. Or, le 1er mars 1562, à Vassy, il va perpétuer avec ses hommes d'armes un massacre. Alors, on va d'abord s'intéresser au massacre tel qu'il nous est présenté ici sur cette gravure. Alors, elle est de 1570, elle est faite de très grandes dimensions. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est un document qui est destiné à être commercialisé, vendu, et elle entretient un message et un souvenir pour les protestants qui sont ici massacrés. On est dans une sorte de célébration du martyre ou du drame que vivent les protestants. On n'est pas dans une œuvre qui se veut réaliste. On a le même personnage qui est représenté plusieurs fois, hein. Tout à gauche, on a le pasteur qui est en train de remplir le fiche, mais il est aussi à l'extérieur en train de se faire tuer, au premier plan tout à droite. Donc on a le même personnage qui est représenté plusieurs fois. On a ensuite une vue en coupe, c'est-à-dire qu'en fait on est dans un culte qui est célébré dans une grange, et ben, le mur de la grange, ici il est coupé pour qu'on puisse voir à l'intérieur. Et la grange en théorie, elle n'est pas en ville, vu que, rappelez-vous, les protestants ne pouvaient pas faire leur culte à l'intérieur de la ville. Pourtant, ici, on ne sait pas si c'est vraiment une grange, ça ressemble plus à un bâtiment, et il a l'air d'être à l'intérieur de la ville. Bon, on est ici sur quelque chose qui est pas réaliste, mais qui relate, par contre, la violence de cette tuerie, de ce massacre de Vassy. Je vous rappelle que l'édit de janvier obligeait normalement un culte à l'extérieur. Donc, bon, tout ça, vous ne l'avez pas noté. Vous avez noté que le 1er mars 1562, à Vassy, il perpétue, le duc de Guise, François de Guise, avec ses hommes d'armes, un massacre. Alors, en fait, ce massacre, au début, c'est une rixe. Une rixe qui se transforme en tuerie. Et pas une petite tuerie, parce qu'il y aura entre 25 et 50 victimes, et parmi ces victimes, on compte 5 femmes, et un enfant. Hein. Et c'est des gens qui n'étaient pas venus en armes, des gens qui étaient venus pour prier. En fait, le duc de Guise, il vient interrompre un culte, il voit qu'il y a un culte, il vient l'interrompre dans la grange, et il est accueilli à coups de pierre. Les choses vont dégénérer, lui il a des hommes d'armes avec des fusils et des épées, et donc la suite elle est représentée de façon peut-être exagérée, mais tout le drame de l'événement est représenté ici
dans cette gravure. Alors, replaçons les choses dans le contexte. 1er mars 1562, décidément, je vais y arriver. L'édit de janvier a été prononcé, mais il n'est pas encore validé par le Parlement. En fait, le Parlement, il va le voter 5 jours plus tard, le 6 mars. Bon, vous ne notez pas hein, tout ce que je suis en train de raconter, mais c'est des éléments qu'il faut ajouter pour bien comprendre les choses. Et il a lieu au moment où le Concile de Trente, rappelez-vous, on a parlé du Concile de Trente dans le cours sur le protestantisme, et ben il n'est pas encore terminé. C'est-à-dire que l'Église catholique est en train de réagir, de s'adapter à la situation, mais elle n'a pas encore terminé ce concile. Alors la conséquence, et ça il faut le noter, la conséquence c'est que le parti, entre guillemets, alors attention, le parti c'est comme le parti politique, il n'y a pas de E à la fin, c'est pas la partie, c'est le parti. Et il n'y a pas de T, sinon c'est le verbe partir qui est conjugué. Donc le parti des Huguenots, eh ben, il va se soulever en réponse à ce massacre, et c'est ce qui va entraîner la guerre de religion. Le début d'une guerre de religion, c'est-à-dire 35 années de guerre civile pendant lesquelles il va y avoir des massacres, des pendaisons, des assassinats. Alors ces massacres, ces pendaisons et ces assassinats, c'est eux qui feront le plus de victimes. Ils feront plus de victimes que l'autre élément de cette guerre civile qui sont des batailles rangées. Alors c'est une lutte, hein, la guerre de religion, une lutte qui est interrompue par de nombreuses trêves. Et en fait, quand on parle de guerre de religion au singulier, il faudrait en réalité les mettre au pluriel. En fait, on a 8 guerres de religion, hein, 8 périodes de guerre de religion qui vont se succéder avec à chaque fois des trêves qui vont être actées par des édits de paix. Bon, de 1562 à 1570, c'est la période qu'on s'est donnée ici, hein, un royaume qui entre en guerre civile. Ce sont les 3 premières de ces 8 guerres de religion. Alors lors de la première, on a vu pourquoi elle se déclenchait, l'armée royale, elle va contraindre les rebelles à la soumission. Pourquoi ? Parce que les rebelles, ils se soumettent, et les Huguenots se soulèvent, et d'une certaine façon, ils menacent la stabilité de l'Empire. Et donc, il va y avoir un nouvel édit, l'édit d'Amboise, qui va clore la situation, et qui va cependant être un petit peu plus restrictif à l'adresse des protestants que ne l'était l'édit de janvier, qui était plus intéressant pour eux. Notons que le duc de Guise, François de Guise, il va lui mourir pendant cette première guerre de religion. Il est assassiné lors de la bataille de Dreux. Et les 2 autres guerres de religion qui vont suivre après, hein, la deuxième et la troisième, elles vont apporter aussi leur lot de morts, bien sûr, et pas n'importe lesquels, puisque si François de Guise était mort pendant la première, on a Antoine de Bourbon et Louis de Condé, 2 autres protestants, enfin pas 2 autres, puisque François de Guise est un catholique, un papiste, mais Antoine de Bourbon et Louis de Condé, ce sont 2 personnes de la famille royale. Un Bourbon et un de la famille de Condé. Donc on est ici sur des personnalités qui ne sont pas petites. Alors Catherine de Médicis, Catherine de Médicis, elle va poursuivre la régence, alors que Charles IX, il est pourtant maintenant majeur, et malgré ses efforts, elle n'arrive pas à imposer durablement la paix. En fait, elle œuvre pour essayer d'instaurer la paix, Catherine de Médicis, contrairement à l'idée qui a longtemps été répandue, mais elle n'y arrive pas. Deuxième point. Le tournant de la Saint-Barthélemy, 1570-1574. Alors tournant, ça sous-entend que c'est un moment important. Évidemment que le massacre de la Saint-Barthélemy est un moment marquant de cette guerre de religion. Alors, pour apaiser le royaume, Catherine de Médicis, elle a un plan, elle n'est pas toute seule à le concevoir, hein, d'ailleurs. Il est partagé aussi par la reine de Navarre. Un plan qui va se réaliser pendant l'été 1570. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de marier sa fille, Marguerite, qu'on appelle communément Margot à cause d'Alexandre Dumas, l'auteur, la même qui a écrit Les Trois Mousquetaires. Donc, l'idée, c'est de marier Marguerite
l'une des filles de Catherine de Médicis, avec Henri de Navarre. Henri de Navarre, c'est le fils de la reine protestante du royaume de Navarre. Alors, petite parenthèse sur la Navarre. La Navarre, c'est quoi? C'est un royaume médiéval qui a été fondé à peu près au XIe siècle et qui s'étendait du sud au nord des Pyrénées, plus d'ailleurs au sud des Pyrénées dans la partie de l'Espagne actuelle qu'au nord la partie française. Et au XVe siècle, la partie sud des Pyrénées, elle est devenue espagnole, intégrée au trône d'Espagne, et le royaume de Navarre, lui, il est resté un royaume indépendant, une petite partie, qui est la partie nord par rapport aux Pyrénées. Voilà pourquoi, après, on parlera du roi de France et de Navarre, et que cette expression est restée. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Pour apaiser le royaume, on a aussi, en 1870, un autre édit qui a été promulgué, qui va créer des villes de sûreté. Les villes de sûreté, ce sont quoi? Ce sont des villes qui sont laissées aux protestants, là où ils sont majoritaires. Et en 1870, il y en a 4. Il y a la Charité-sur-Loire, il y a Cognac, il y a Montauban, et La Rochelle. Donc on garde quoi, nous, en mémoire ici, qu'il y a des places de sûreté qui ont été créées. Donc, on a des conditions qui sont très avantageuses, entre guillemets, par rapport à tout ce qu'il y avait auparavant pour les protestants, ce qu'accepte mal une partie des papistes. Alors Coligny, pendant ses guerres de religion, l'amiral de Coligny, lui, il a guerroyé avec l'armée des protestants. Et symbole, entre guillemets, d'un certain apaisement du royaume, il va être appelé par Charles IX au Conseil des affaires. Alors, ça, on le note pas, mais il faut le savoir. Enfin, ce qu'on vient de dire, il faut le noter, mais ce que je raconte maintenant, on l'écoute attentivement. Cette admission de Coligny au Conseil des affaires, ça déclenche la colère des catholiques, et notamment du duc de Guise. Attention, Henri de Guise, ça fait beaucoup de Henri, je vous l'accorde, et on y reviendra, mais c'est important de comprendre qu'il s'agit ici non plus de François, mais de Henri. Oui, à l'époque, Henri, François, c'était des prénoms très à la mode, vous l'avez compris. Eh bien, Henri, le fils de François, il avait 13 ans au moment où son père est mort à la bataille de Dreux, et son rêve, c'est de le venger. Et donc, il n'accepte pas du tout qu'on puisse faire la paix avec les protestants et que Coligny puisse être l'un des conseillers principaux du roi. C'est pas possible pour lui. Ensuite, et là on l'écrit, Coligny, il a un rêve. Son rêve, c'est une guerre contre l'Espagne catholique. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il voudrait d'une certaine façon jeter la guerre du dedans au dehors. C'est-à-dire faire la guerre dans les Flandres, au nord, pour combattre contre les catholiques avec les protestants. Finalement, que cette guerre de religion ne soit pas une guerre de religion à l'intérieur du territoire, mais soit une guerre entre puissances politiques, entre couronnes rivales. En fait, on le note pas, mais il rêve de quoi, Coligny? Son rêve, c'est une coalition de l'empereur protestant, enfin pas protestant, mais de l'empereur de l'Empire romain germanique, Léopold Ier, avec la reine Élisabeth d'Angleterre, et le royaume de France, évidemment, pour attaquer Philippe II d'Espagne. Pourquoi? Parce que Philippe II d'Espagne, il est déjà affaibli par la révolte des Pays-Bas. Et donc l'idée, c'est d'appuyer là où ça fait mal pour affaiblir encore le trône d'Espagne et que le trône de France soit gagnant, entre guillemets, dans le dit. Catherine de Médicis, elle est réticente à l'idée d'une guerre. Mais l'idée de Coligny, elle séduit Charles IX. Du moins, le travail de lobbying, entre guillemets, on dirait maintenant, de promotion de cette guerre qui est faite par Coligny, finit par séduire plus ou moins Charles IX. On s'intéresse à la diapositive numéro 6. Par l'intermédiaire de cette diapositive, on a ici, alors cette diapositive, elle est extraite de quoi? Elle est extraite de la tapisserie des Valois. Alors la tapisserie des Valois, en fait, c'est une série de 8 tapisseries qu'on peut voir aujourd'hui à Florence. Elles ont été faites vers 1580. Et c'est l'une des rares représentations où on peut voir côte à côte Henri de Navarre et Marguerite de
Médicis. Marguerite de Médicis, c'est plutôt Marguerite Valois, hein, mais la fille de Catherine de Médicis. C'est là où je voulais en venir. Or, l'été 1572, ça il faut le noter, l'été 1572, c'est leur mariage. Ils seront mariés d'ailleurs le 18 août. Et ils sont mariés où ça? Ils se marient à Paris. Et à l'occasion de ce mariage, puisque Henri de Navarre est protestant, comme la reine de Navarre, eh bien on a une très grande concentration de protestants à Paris. En fait, on a tous les leaders protestants, tous les chefs de la résistance protestante qui sont à Paris pour célébrer ce mariage. Mais on a qui est prêt ce mariage, et on a qui est présent aussi? On a aussi tous les chefs catholiques. Ils sont dans la ville de Paris. Donc vous comprenez bien que Paris, à ce moment-là, c'est un lieu de tension. Et comment tout ça va se finir? Eh bien, vous le savez, ça va se finir bien tristement. Pourquoi? Parce que fin août, du 24 au 29 août, si on veut être précis, à Paris, donc c'est une date qu'il faut noter en rouge, est perpétué le massacre de la Saint-Barthélemy. Donc massacre parce que c'est horrible. Et pour illustrer cette horreur, je vous invite à regarder une toute petite vidéo qui est extraite d'une chaîne YouTube qui s'appelle Horror Humanum Est et qui fait le bilan de toutes les exactions horribles. Je vous retrouve dans quelques instants. Bon, il y aurait des choses à dire sur l'explication historique qui va avec les causes. D'ailleurs, on va y revenir, mais sur le côté violent, il n'y a rien à dire. En fait, et ça il faut le noter, les noces d'une certaine façon, elles devaient symboliser la réconciliation définitive des Français. Et finalement, ces noces, elles sont sanglantes. Alors, qui est responsable du massacre? Et là, les explications des historiens est divergent. Il y a plusieurs hypothèses. On va en lister 3. La première, c'est le crime d'État. Je rentre dans le détail, ne notez pas tout le détail. La première hypothèse, c'est un crime d'État. Catherine de Médicis aurait tout organisé. En fait, l'idée de guerroyer, elle fait son chemin chez son fils, on l'a dit, qui est influencé par Coligny, alors qu'elle ne veut pas de cette guerre. Et donc, pour éviter cette guerre, elle organise un attentat contre Coligny. Mais Coligny échappe à cet attentat qui était organisé aux alentours du 22 août, c'est-à-dire 4 jours après le mariage. Et ça déclenche la colère des huguenots de guerre, des chefs de guerre huguenots qui sont présents pour le mariage. Et donc, ordonnation du massacre, c'est, si le massacre est organisé, ça serait comme un moyen d'étouffer l'affaire pour ne pas qu'on découvre qu'elle y a été mêlée à l'attentat. Voilà, donc ça c'est l'idée, la théorie du crime d'État. Deuxième théorie, donc on note le nom de la théorie, c'est le mensonge d'État. Alors expliquons cette théorie du mensonge d'État. En fait, Philippe II, il est contre la réconciliation avec les protestants. On l'a dit. Philippe II, on ne l'oublie pas, c'est le roi d'Espagne, catholique, fils de Charles Quint. Il est inquiet d'une guerre dans les Flandres. Et donc il organise avec les catholiques, les Guises, la famille de Guise, l'exécution des chefs huguenots. C'est-à-dire que dans cette théorie-là, c'est pas la couronne qui est responsable du mariage. Pas du mariage, mais du massacre. Ce sont les chefs catholiques. Sauf que pour sauver la paix et affirmer son statut de chef, c'est-à-dire celui qui prend les décisions, eh bien le roi endosse la responsabilité de la tuerie. Ça, c'est une explication historique qui est donnée, celle du mensonge d'État. C'est-à-dire qu'en fait, le roi n'est pas coupable, mais va dire qu'il est coupable pour ne pas perdre la face d'être celui qui ne prend pas les décisions. Et puis, il y a une autre hypothèse qui était avancée par un autre historien, c'est celle du crime humaniste. Alors, c'est un petit peu plus compliqué, entre guillemets. En fait, après l'attentat, le roi, il est acculé. C'est-à-dire que s'il dit officiellement que ce sont les Guises qui ont organisé l'attentat, il peut perdre le soutien des catholiques, qui sont les plus nombreux dans le trône. Et puis, il perdrait aussi
le soutien ou ses relations avec l'Espagne, avec le pape, avec les princes italiens. Donc, or s'il attend sans rien faire, les Huguenots peuvent prendre les armes. Et donc il déclenche la tuerie. Mais il déclencherait la tuerie comme moyen d'éviter une nouvelle guerre de religion. C'est-à-dire que là, dans cette hypothèse de crime humaniste, il endosserait la responsabilité pour mettre un terme aux violences et éviter qu'elles ne dégénèrent. Ce qui aurait pas du tout marché puisqu'on est parti dans le contraire. Bon, revenons à une trace écrite. Vous avez noté les trois hypothèses. Il faut retenir grosso modo lesquelles c'est, surtout les deux premières. Hein. L'hypothèse du crime d'État, l'hypothèse du mensonge d'État. Le massacre. Le massacre, on l'a dit, et la vidéo que vous avez regardée l'a rappelé, on est dans un degré d'horreur qui est extrême. C'est le point culminant de tous les massacres qui ont été perpétrés pendant les guerres de religion. On a près de 3000 morts dans Paris. Il y en a ensuite 10 000 qui suivront dans tout le royaume. Et puis on tue des personnes importantes, hein, dont Coligny. C'est un moment de forte violence. On a des enfants qui participent au massacre. Hein. Et on a les enfants des protestants qu'on tue, qu'on va tuer aussi, mais qu'on va avant baigner dans le sang de leurs parents. Enfin, c'est un massacre. C'est un moment d'une violence horrible. Mais c'est pas la première fois qu'il y a des massacres pendant ces guerres de religion. Hein. Le massacre de Vassy, c'était déjà une scène d'horreur. Sauf que la particularité du massacre de la Saint-Barthélemy, qu'il faut bien noter, c'est que ce massacre, il intervient dans un moment de paix. Et ce massacre, il est aussi associé au roi, dans le sens où soit il en est l'auteur, soit il endosse la responsabilité. Même s'il va très vite essayer d'arrêter les choses, à cause de la tournure qu'elle prend. Alors l'une des conséquences directes, c'est que les protestants, ils sont privés de leur chef. Pourquoi ? Parce que ils sont tués. Ça, c'est les premiers. Ou alors, ils vont être convertis de force. C'est le cas, par exemple, pour Henri, l'épouse de Marguerite. Henri de Navarre. Henri de Navarre, on lui dit la messe ou la mort. Bon, il va dire la messe. Hein, sous-entendu, ok, je vais devenir catholique si ça me sauve la peau. Les protestants coupés de leur chef, entre guillemets, ils vont s'organiser. Ils vont s'organiser en union, on peut le mettre entre guillemets, et de cette union, ils vont former une sorte d'État dans l'État. C'est-à-dire que finalement, le massacre de la Saint-Barthélemy va déboucher sur une situation d'anarchie à l'intérieur de l'État, avec des États, une sorte d'organisation parallèle en même temps que l'État chez les protestants. Alors pour aller plus loin dans cette idée et dans les idées qu'ils vont véhiculer, intéressons-nous au document 3 de la fiche. C'est un texte de Théodore de Bèze. Rappelez-vous, ce protestant calviniste. Or, qu'est-ce qu'il écrit ? Le peuple est antérieur à tout magistrat, et le peuple n'est point fait pour les magistrats, mais le magistrat pour le peuple. De là s'ensuit que la puissance des magistrats, quelque grand et souverain qu'ils soient, dépend de celle du public qui les a élus en ce degré, et le contraire est faux. Ceux-là ont la puissance de déposer un roi, la puissance de le créer, de le condamner suivant ses démérites, en quoi faisant, tant s'en faut qu'ils doivent être tenus pour séditieux et rebelles. Tout au rebours, ils s'acquittent du devoir et serment qu'ils ont fait à Dieu et à leur patrie. Bon, le texte est évidemment compliqué ici. L'idée de base, celle sur laquelle je vous demande de travailler. Est-ce que Théodore de Bèze continue à considérer que le roi est légitime, qu'il a sa place? Donc relisez bien le texte. Plusieurs fois, il n'est pas très long. Hein. Il fait 6 lignes, donc vous avez le temps de bien le lire, même s'il écrit avec des mots et des formulations qui vous semblent compliquées. Et essayez de vous demander ça. Est-ce qu'il est encore légitime aux yeux de Théodore de Bèze, ce roi?
Et s'il n'est pas légitime, on a le droit de faire quoi d'une certaine façon aux yeux de Théodore de Bèze, ici. Donc vous avez cette idée, l'idée elle est là, c'est que pour les protestants et pour les leaders de l'Union, le roi n'est plus légitime. Et là, c'est un tournant, c'est-à-dire qu'avant c'était les protestants qui luttaient contre les catholiques. Mais là, c'est directement le roi qui est rentré dans l'équation. Et on écrit qu'il n'est plus légitime. Et c'est un point de vue que vont finir par partager aussi les catholiques, on y reviendra plus tard. On y reviendra plus tard parce qu'en fait, Charles IX, il va mourir à son tour, très jeune, à 23 ans, en 1574, à un mois de son anniversaire. Donc parfois vous lirez qu'il est mort à 24 ans, parce qu'évidemment 23 ans et 11 mois, il était plus près de 24 que de 23, bon bref. Nous, on retient quoi? On retient que Charles IX, il meurt à 23 ans en 1574. Vous connaissez la formule. Le roi est mort. Vive le roi! Un nouveau roi va succéder à Charles IX. La diapositive numéro 8 vous donne une image de ce nouveau souverain de la France. Il s'agit de Henri III. Ici, on a un portrait au crayon qui a été réalisé au XVIe siècle par Jean de Caux. Alors, Henri, c'est le frère de Charles IX. Ils sont plusieurs dans la famille. Et il va s'appeler Henri III. Mais il va s'appeler Henri III une fois qu'il va être couronné. Parce que d'abord, ça vous le notez pas, mais d'abord il doit quitter son royaume. Il est roi en Pologne. Et il va prendre la poudre d'escampette de son royaume pour venir en France, mais il va passer par Venise. Il va traîner un petit peu à Venise. Et puis finalement, il sera couronné le 13 février 1575. On passe au troisième point de ce petit 2. Henri III et la Ligue, 1575-1589. Bon, ce massacre, il débouche sur une nouvelle guerre de religion. Et on a un édit, l'édit de Beaulieu, qui va mettre fin à la 5e guerre de religion. Un édit qui est important parce qu'il va réhabiliter les victimes de la Saint-Barthélemy en leur donnant une liberté de culte et de conscience, à l'exception de la ville de Paris qui n'est pas incluse dans l'équation. Le frère restant d'Henri, qui s'appelle François d'Alençon, qu'on appelle aussi François d'Anjou, il a rejoint les rangs des protestants. C'est-à-dire qu'en fait, il est devenu lui aussi protestant. Or, il a joué un rôle important dans cet édit. Parfois, je ne vais pas aller plus loin dans les détails, mais il a joué un rôle important dans cet édit. Pourquoi? Parce que les protestants, ils obtiennent des territoires. Et en décembre 1576, il y a des états généraux qui sont réunis. Et donc ils sont réunis à Blois, désormais ils se réunissent à Blois, et ils décrètent une chose importante, ces états généraux, ils décrètent que la religion réformée, elle est supprimée. Ils prennent cette décision en janvier 1577. Et là, ça a une conséquence. La conséquence, c'est que ça va déclencher une 6e guerre de religion. Un autre édit va marquer la fin de cette guerre de religion, et puis il y en a une 7e qui va suivre dans la foulée, parce qu'on a une révolte en Picardie des catholiques qui ne veulent pas d'un seigneur protestant, et ce seigneur protestant, c'est Henri de Condé. Bon, bref, normalement, vous l'avez compris, là, mais sous Henri III, on est dans une situation d'anarchie. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de se battre, et surtout, il y a des rivalités de chefs qui se font face. En 1584, c'est une date importante parce qu'en 1584, c'est la mort du frère du roi, François. Et ça a une conséquence importante. La conséquence, c'est que le nouveau préposé à la couronne, du coup, ça devient Henri de Navarre, celui qui a épousé la sœur d'Henri
III, Marguerite. Celui-là même qui est réformé, enfin qui était réformé, qui est devenu catholique pour survivre, et puis qui est revenu après à la réforme. Donc là, ça se complique. Ça se complique parce que pour les protestants, il n'est pas question, enfin pour les protestants, pardon, pour les papistes, et pour le duc de Guise notamment, Henri de Guise, il n'est pas question du tout qu'un protestant puisse accéder à la couronne. Or, le duc de Guise, Henri de Guise, il est plus populaire que le roi chez les catholiques. Évidemment, pas chez les protestants, mais on est dans cette situation de rivalité de chefs. Et la Ligue va jouer un rôle important. La Ligue, c'est cette union des papistes qui va faire pression pour qu'on retire la liberté de conscience aux protestants. Donc ils mettent la pression sur le roi, les membres de la Ligue, notamment le duc de Guise, et Henri III il va finir par céder. Et à partir du moment où il cède, eh bien ça va déclencher la guerre. Pourquoi ? Parce que les protestants ne vont pas accepter qu'on renie leur liberté de conscience. Et puis il y a aussi la volonté ici, chez la Ligue et le Parlement de Paris, de disqualifier Henri de Navarre de la capacité d'accéder au trône. Alors voilà pourquoi cette 8e guerre de religion, on l'appelle aussi la guerre des 3 Henri. Henri de Guise, Henri de Navarre et Henri III. La Ligue à Paris, elle est devenue plus puissante que le roi. Le roi, il fait quoi ? Le roi, il fuit. Et comme il est menacé par la Ligue, il va organiser l'assassinat des chefs de la Ligue, dont Henri de Guise. On arrive en 1589. En 1589, c'est une date importante, puisque le 5 janvier 1589, c'est la mort de Catherine de Médicis. Et on peut noter cette date en rouge dans notre cahier, parce qu'on a vu que Catherine de Médicis n'était pas un petit acteur dans le jeu politique de ce XVIe siècle. Le roi, comme la Ligue est un ennemi, il va se tourner vers Henri de Navarre, le protestant, son beau-frère, pour organiser le siège de Paris. Sauf que les choses vont mal se passer pour lui à ce moment-là, parce qu'il va finir assassiné par un catholique à l'été 1589, le 1er août si on veut être précis. Donc voilà, Henri III est mort, Henri de Guise est mort, il n'en reste plus qu'un, Henri IV. Petit 3, alors qui ne s'appelle pas encore Henri IV, attention, je divulgage la suite. Petit 3, le rétablissement de l'ordre royal 1589-1598. Premier point, le combat d'Henri de Navarre contre la Ligue. Et la période qu'on se donne, c'est 1592. Henri de Navarre, on vient de le dire, c'est le dernier des 3 Henri. Mais on est dans une France qui est encore majoritairement catholique. Et le siège de Paris, il échoue. La Ligue continue à contrôler Paris. Et le roi d'Espagne, Philippe II, je vous le rappelle, eh bien, il finit par avoir des visées sur le trône de France. Le fait que ça soit l'anarchie en France, c'est peut-être un bon moyen de prendre le pouvoir en France. Alors, il a des visées, vous le notez pas, mais les visées, elles sont à la fois directes et indirectes. Direct, c'est lui qui prendrait directement le pouvoir, après tout. Ou indirect, l'idée, comme il y a eu des mariages faits avec les princes, avec la famille royale d'organiser précédemment, il se dit que sa petite fille, Isabelle, la petite fille d'Henri II, sa fille, la fille de Philippe, c'est la petite fille d'Henri II, elle pourrait prétendre elle aussi, après tout, à la couronne. Deuxième point, Henri de Navarre, roi d'une France encore en guerre, 1593-1598. En 1593, Henri de Navarre, il abjure son protestantisme. C'est-à-dire qu'il se reconvertit d'une certaine façon au catholicisme.
Pourquoi? Parce que les députés de Paris, ils avaient annoncé qu'ils préféraient un ancien protestant comme roi plutôt que d'ouvrir la France au trône d'Espagne. Enfin, ils disent pas exactement ça. Ils disent qu'ils veulent un roi catholique. Bon, à ce moment-là, Henri Navarre s'est dit, je vais me faire catholique et puis je vais devenir roi de France. Et donc les députés, ils préfèrent un ancien protestant qui devient catholique et qui est français, et qui connaît, entre guillemets, la France, plutôt que de laisser le royaume de France dans les mains de l'Espagne. Donc il y a vraiment ici, on pourrait dire, un sentiment nationaliste, même si le mot est peut-être un peu exagéré, mais on a cette préférence. La conséquence, c'est qu'Henri IV, il va être sacré en février 1594. Et puis la Ligue, elle va se disloquer. La stratégie d'Henri IV, elle va être très différente. La stratégie d'Henri IV, ça va être d'acheter la paix. Plutôt que de combattre, lui, il va utiliser l'argent pour acheter la paix, faire en sorte que les gens se disent, finalement, économiquement, je m'y retrouve, donc je vais m'accommoder de ces différents religieux. Il y a un problème pour Henri IV. Le problème, c'est que les prétentions espagnoles, elles continuent. Je vous invite donc à consulter le document 1 de la page 170 de votre manuel. On a enfin un document dans le livre qui peut nous aider. Donc consultons-le. Ce document, c'est une carte ici. C'est la dernière guerre de religion qui donc a lieu sous Henri IV et qui est présentée ici. Et donc, on constate quoi au travers de cette carte? On constate que cette guerre, ces 3 ans de lutte, ils sont principalement contre la puissance espagnole. Cette dernière guerre de religion, elle est plus qu'une guerre civile, elle est aussi une guerre contre la puissance voisine espagnole. Donc elle est conclue par un accord de paix, cette fois, la paix de Vervins, V-E-R-V-I-N-S, en 1598, et elle renouvelle finalement cette paix, les clauses qu'on avait déjà évoquées de la paix de Cateau-Cambrésis. Dernier point, et non des moindres, Henri IV, la paix via l'édit de Nantes. La paix via l'édit de Nantes. De Rechef, je vous invite à vous plonger dans un document du manuel, le document 2 de la page 170. Lisez avec attention ce texte, l'édit de Nantes. On a beaucoup parlé d'édit, mais c'est vraiment celui-là qu'il va falloir retenir. Ça y est, vous l'avez lu? L'important, c'est de le comparer avec tout ce qui avait été dit précédemment, bien sûr, pour comprendre la transition. Rappelez-vous, notre objectif qui était de s'intéresser à comment le royaume de France a-t-il traversé les guerres de religion. Et donc, au final, on a en 1598 la promulgation de l'édit de Nantes. Et dans la promulgation de l'édit de Nantes, il y a quoi? Il y a la liberté de conscience et de culte. L'édit, il achève la territorialisation de la réforme. On peut être protestant partout. La pratique d'un culte, elle est autorisée partout. Reste que, et c'est ce que ne dit pas l'édit, entre la théorie et la réalité, il y a la pratique. Or, la pratique d'un culte réformé, elle va être difficile au nord de la Loire. Pourquoi? Parce qu'on a encore le poids des anciennes ligues qui est fortement présent. Voilà, on se retrouve bientôt pour la prochaine séquence qui sera beaucoup plus courte que celle-ci. Ce sera notre grand C. Je vous souhaite bon courage. Je vous rappelle qu'on se retrouve jeudi prochain et on va faire un cours en ligne cette fois, notamment pour préparer le conseil de classe. J'espère que tout va bien pour vous tous. Je ne sais pas encore si le lycée va rouvrir ou pas. Je vous rappelle qu'on est sur une situation un peu complexe. On doit rouvrir, mais le président de la région a dit qu'il ne voulait pas ouvrir.
Or, si je suis payé par le ministère de l'Éducation nationale, le personnel qui fait fonctionner le collège, notamment le personnel d'entretien qui est censé nettoyer les salles 2 fois par jour avec le protocole de la santé, si lui il a pas le droit de, si lui on lui dit qu'il faut pas venir travailler, c'est pas moi qui vais aller laver les tables. J'ai déjà pas mal de cours à préparer. Et deuxième chose, apparemment, alors il y a des rumeurs. Les rumeurs, on sait pas. Comme quoi, finalement, ça serait prévu que tous les lycées réouvrent à la rentrée dans les zones rouges, et pourquoi pas autre chose que des zones rouges. Il y a encore des discussions qui sont en cours, mais comme on ne sait pas encore ce que va devenir le bac, vous voyez qu'il y a beaucoup d'inconnus à mettre en place dans l'équation, et M. Morin, le président de la région, a dit qu'il était prêt à ouvrir les établissements pour les épreuves du bac de toute façon. Voilà, bon, j'ai beaucoup parlé encore. Comme d'habitude, ce cours était beaucoup plus long que ne le sauront les autres, mais c'était important que les élèves qui vont aller l'année prochaine en spécialité histoire, géographie, sciences politiques voient bien la richesse des développements qu'on peut faire sur un cours qui... On nous demande toujours de beaucoup simplifier les choses pour que ça tienne en 1 heure alors qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et là, je voulais prendre le temps d'essayer de développer les choses. Et pourtant, les spécialistes de l'époque, certains écouteront peut-être cette séquence, trouveront que j'ai affreusement trop simplifié les choses et que je les ai peut-être un peu trop vulgarisées en oubliant de restituer la complexité de certaines des problématiques et des enjeux qui se posent. Bon voilà, j'arrête là. Bonne soirée. Au revoir.